la médiathèque L'Albatros vous propose l'envers du décor, le rendez-vous histoire d'Emmanuel. Pour faire suite à l'environnement au XIXe siècle, notre précédent podcast, nous allons aborder le sujet de la colonisation de l'Algérie de 1830 à 1914, sujet qui est toujours d'actualité de nos jours. Comment était organisé le territoire algérien avant 1830 ? Avant 1830, l'Algérie faisait partie de l'Empire ottoman. Mais le Dey d'Alger disposait d'une très large autonomie vis-à-vis du sultan. C'était lui qui dirigeait le pays et détenait un pouvoir absolu. Il désignait les gouverneurs, appelés bey, à la tête des 3 provinces, celles de l'ouest, du Titeri et de l'est. Le Dey et les beys veillaient au maintien de l'ordre et à la collecte des impôts. Au début du XIXe siècle, de fréquentes révoltes éclatèrent contre les abus des collecteurs d'impôts, fragilisant encore davantage l'équilibre de subsistance de la population rurale. Pourquoi la France part-elle à la conquête de l'Algérie ? Plusieurs raisons expliquent cette conquête. En 1830, le régime de Charles X, roi de France, est de plus en plus contesté. Il espère rétablir son autorité grâce à une victoire militaire. La France est également en concurrence avec l'Angleterre pour le contrôle de la Méditerranée. On espère aussi mettre la main sur le supposé trésor d'Alger, constitué en partie par le produit de la course maritime et de la traite d'esclaves, bien que ces activités aient fortement décliné à cette époque. Un autre enjeu est économique, le commerce du blé. L'Algérie, considérée comme un grenier à blé, avait déjà fourni la France pendant la Révolution et l'Empire. C'est d'ailleurs de cette période que date la dette française envers le Dey d'Alger, à l'origine de la fameuse affaire du coup de l'éventail. En 1827, irrité de ne pas voir la France rembourser sa dette, le Dey d'Alger frappe le consul français d'un coup d'éventail. En réaction, la France impose un blocus sur les côtes algériennes. Tous ces événements conduisent finalement à la décision de lancer la conquête de l'Algérie. Quand débute la conquête de l'Algérie ? C'est le 14 juin 1830 qu'a lieu le débarquement à Sidi Ferrouche. Cette expédition, assez remarquable pour l'époque, concentre 103 navires de guerre et quelques 350 bateaux, transportant 40 000 soldats. La capitulation et l'abdication du Dey d'Alger ont lieu le 5 juillet. Cette victoire ne sauvera pas le régime de Charles X de la Révolution de juillet, qui voit l'avènement de Louis-Philippe à la tête d'une monarchie parlementaire et libérale. Donc la France va conquérir facilement l'Algérie ? Non, loin de là. Même si le peuple se retrouve sans État, le régime politique turc s'étant effondré. Il faut savoir que, dans un premier temps, les troupes françaises ne contrôlent que les grandes villes portuaires comme Alger. La première résistance organisée se manifeste autour de l'émir Abdelkader en 1832. En 1834, les élites françaises sont divisées entre ceux qui veulent juste une occupation restreinte, limitée aux grands ports, qui suffit à contrer la menace britannique, et ceux qui souhaitent une occupation étendue de l'ancien territoire de la régence d'Alger. À ce moment-là, Lamartine soutient une occupation totale au nom de la mission civilisatrice. C'est cette deuxième solution qui est finalement mise en place. Quelle est la conséquence de ce choix d'occuper aussi l'intérieur des terres de l'Algérie ? La résistance se renforce, notamment autour d'Abdelkader. Malgré 2 traités en 1834 et 1837, la France renonce à négocier. L'arrivée du général Bugeaud en 1840 va changer beaucoup de choses. Il met en place des colonnes infernales, troupes chargées de mater les rebelles, brûlant villages et récoltes et tuant toutes les personnes qui résistent. Cela préfigure les guerres d'anéantissement du XXe siècle. On constate aussi des décapitations et des enfumades, comme celle entre autres du Dara, les 19 et 20 juin 1845, qui choquent les élites françaises, notamment Lamartine qui change d'avis. On peut remarquer une similarité entre la colonisation de l'Algérie et la conquête de l'Ouest aux États-Unis. Des populations venant d'Europe fuient la misère en faisant le choix d'émigrer vers de grands espaces supposés vides et fertiles. Abdelkader finit par se rendre en décembre 1847. Cela marque la fin d'une première phase de l'expansion française. Quelle est l'importance de l'année 1848 en Algérie ?
C'est le 9 décembre 1848 qu'un arrêté transforme les provinces d'Alger, d'Oran et de Constantine en départements. Dorénavant, l'Algérie fait partie intégrante du territoire français. Il devient possible de parler d'Algérie française. Les habitants musulmans et juifs, désignés sous le terme d'indigènes, restent des sujets qui ne possèdent ni la nationalité ni la citoyenneté. Le 14 juillet 1865, on définit plus précisément le statut juridique des indigènes. Ils sont considérés comme français et peuvent devenir citoyens à condition d'accepter d'être régis par les lois civiles et politiques de la France, conformément au Code civil. C'est pour beaucoup leur demander de renier leurs traditions, car ce sont les lois religieuses qui régissent la vie familiale et l'héritage. Seules quelques centaines d'indigènes franchissent le pas. Comment la France parvient-elle à contrôler le territoire algérien ? Pour administrer les territoires conquis, la France met en place ce que l'on appelle les bureaux arabes, officialisés en 1844. Ces structures sont dirigées par des militaires. À l'origine, il s'agissait simplement de postes installés au fur et à mesure de l'avancée de l'armée française. Les chefs de bureau s'appuient sur un personnel local et exercent plusieurs fonctions. Ils représentent l'autorité française, rendent une forme de justice et organisent la perception de l'impôt. Ce système s'inspire d'ailleurs largement de celui qui existait sous l'administration ottomane. Mais la conquête est loin d'être terminée. Entre 1848 et 1870, on entre dans ce que l'on peut appeler une conquête prolongée. Les affrontements se poursuivent entre les troupes françaises et des populations algériennes qui refusent l'autorité coloniale. Les autorités françaises imposent alors des mesures très dures, travaux forcés, peine de prison, confiscation de terres, souvent sans véritable procédure judiciaire. À cela s'ajoutent les crises économiques, les sécheresses et les famines. L'ensemble contribue à appauvrir profondément la population algérienne. La cohabitation entre colons européens et algériens se fait-elle d'égal à égal ? Non, malheureusement. Les colons renforcent progressivement leur domination politique et économique. Ils contrôlent les assemblées locales, l'accès à la terre, au crédit et aux emplois publics. Dans la société coloniale, une séparation très nette s'installe. D'un côté les Européens, citoyens à part entière, de l'autre les indigènes, qui restent des sujets soumis à des règles particulières et à une justice d'exception. Cette situation se traduit concrètement par des discriminations dans l'accès à la terre, à l'école, à l'emploi ou à la justice. On observe également des violences ponctuelles, notamment lors de périodes de tension. À cela s'ajoute un paternalisme quotidien de la part de certains administrateurs, employeurs ou religieux, qui justifient l'ordre colonial au nom d'une prétendue mission civilisatrice. Il existe toutefois quelques voix critiques en métropole. Quelques républicains et intellectuels défendent une amélioration du sort des Algériens. Qui sont-ils ? Parmi les républicains qui dénoncent ces inégalités, on peut citer Georges Clemenceau et Jean Jaurès. Clemenceau critique notamment les inégalités juridiques entre populations. Jaurès, lui, dénonce plus largement les violences et les spoliations. La République, installée en France dans les années 1870, affirme pourtant des principes de liberté et d'égalité. Mais en Algérie, elle maintient une hiérarchie très nette entre Européens et Algériens. Alors qu'en France, 1871 est marqué par la Commune de Paris, l'Algérie est aussi marquée par une révolte. Laquelle ? En France, c'est l'année de la Commune de Paris. Mais en Algérie, une grande insurrection éclate également, la révolte de Mokrani. Partie de Kabylie, cette insurrection est la plus importante révolte contre l'autorité française pendant toute la période coloniale. Elle est menée par de grands notables kabyles, notamment les frères Mokrani. La répression est extrêmement sévère. Les insurgés sont durement punis et les terres des tribus ayant participé à la révolte sont confisquées. Dépossédés, de nombreux Kabyles partent alors en exil, vers Alger, vers la Tunisie et parfois même vers la métropole. 10 ans après est adopté le Code de l'indigénat, alors que la République est installée. Que définit ce code ? Adopté par la loi du 28 juin 1881, il instaure un régime juridique particulier pour les indigènes. Ce code prévoit des sanctions, des peines et des infractions spécifiques qui ne s'appliquent pas aux citoyens français.
Il donne ainsi un fondement juridique à la domination coloniale et à la distinction entre citoyens et sujets de l'Empire. Ce système sera d'ailleurs étendu à l'ensemble des colonies françaises. La République laisse donc une grande partie de la population colonisée en dehors de la citoyenneté, ce qui crée une tension profonde avec les principes qu'elle affirme défendre. Avant ce code, on a aussi le décret Crémieux. Peux-tu nous expliquer ce qu'il en résulte ? Ce décret datant du 24 octobre 1870 accorde la citoyenneté française à tous les juifs algériens. Le même jour, on a un décret qui continue de soumettre les Algériens à la loi de naturalisation de 1865. De ce fait, 35 000 juifs deviennent citoyens français. Le décret Crémieux a créé une fracture durable entre les juifs et les musulmans en Algérie française. Une autre loi du 26 juin 1889 accorde automatiquement la nationalité française dès la naissance aux enfants nés en Algérie de parents eux-mêmes nés en Algérie. Mais les Algériens musulmans ne bénéficient pas des dispositions de cette loi. Cela contribue à inciter l'immigration européenne en Algérie et fait augmenter le nombre de Français d'Algérie. Et pour finir, une dernière question. La période qui s'étend de 1871 à 1914 est elle aussi agitée ? Elle l'est moins que la précédente. On constate 3 révoltes relativement importantes, mais qui restent dans des zones périphériques. Durant ces années, 2 conceptions de l'Algérie vont se confronter. Celle des radicaux, c'est-à-dire les colons qui veulent assimiler totalement l'Algérie à la métropole, et de l'autre, des responsables français qui sont plus à la recherche d'un équilibre entre Européens et indigènes.